Marion Le Provost, bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines de Mithilimer depuis 8 ans au sein de cette société spécialisée dans les produits de la mer. Mithilimer, implantée à Cancale et qui intervient dans une logique de filière, de l'élevage jusqu'à la distribution. Le produit phare, ce sont les moules, mais aussi les huîtres, divers coquillages, des produits transformés, des produits traiteurs, rillettes, tapas, bouchées, et puis des poissons frais en lien avec les criées françaises, principalement bretonnes. Un grand projet d'investissement, mais j'en dis pas plus, on y reviendra tout à l'heure. Benjamin Ziverek, bonjour, pour Actemium, la marque du groupe Vinci qui regroupe plusieurs métiers au service de l'industrie, électricité, automatisme et supervision, informatique pour piloter les ateliers, robotique, machine spéciale pour faciliter le travail des opérateurs. Benjamin, voilà, vous êtes vraiment un spécialiste de l'informatique des ateliers basé à Rennes et donc en charge des solutions informatiques d'ateliers. À ma droite, Philippe Dubois-Hellec, bonjour, contrôleur sécurité à la CARSAT, l'assureur des entreprises pour les risques professionnels. La CARSAT organisée par métier, tournée vers la prévention. Philippe, vous êtes basé dans le Morbihan. Vous avez une expérience très forte dans le secteur agroalimentaire. Votre rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans l'initiation de démarches de prévention des risques professionnels avec un accompagnement basé sur des outils et des méthodes. On va y revenir. Je vous donne tout de suite la parole, Philippe, avec un premier temps dans cette table ronde. C'est bien tout d'abord poser le décor, quel est le contexte, quelle est la situation. Et on va cibler avec vous la fonction maintenance pour de bonnes raisons. Hélas, c'est une fonction particulièrement surexposée au risque. Oui, tout à fait. Dans les enquêtes qu'on a pu mener sur la sinistralité, l'assureur s'intéresse à la sinistralité, on a quelques chiffres assez éloquents. C'est déjà 21% des accidents mortels pour les agents de maintenance. Et sur une enquête sur 134 victimes ayant conduit à une amputation d'un doigt, eh bien, la population de maintenance était 335 fois plus représentée que les autres. C'est deux petits chiffres pour illustrer l'enjeu de la santé au travail pour les agents de maintenance. Quelques éléments d'explication. Pourquoi la maintenance est effectivement particulièrement surexposée? C'est ça. Pour pouvoir agir en prévention, il faut aller comprendre ce qui génère ces sinistres-là, ces accidents du travail et ces maladies professionnelles. Bien déjà, c'est des salariés qui sont exposés, qui ont des expositions professionnelles assez importantes, des contraintes physiques, des manutentions de charges lourdes, qui utilisent aussi des outils dangereux, meuleuses, tous les outils qu'ils vont pouvoir utiliser, et qui vont intervenir aussi dans des conditions qui ne sont pas forcément préparées pour travailler en sécurité. Ils peuvent intervenir dans l'urgence. Ils dépendent aussi de la conception des équipements. Si le graisseur est placé à un endroit inaccessible, il va falloir qu'ils prennent sur eux, qu'ils prennent sur leur santé. Ça va générer des postures, des efforts très conséquents. Voilà, donc il y a déjà la conception des équipements, mais aussi, surtout, je vais insister beaucoup sur l'organisation du travail des services maintenance. On va y revenir. Au fond, ce que vous décrivez est une situation qui concerne les fonctions maintenance tout secteur, mais l'agroalimentaire ce secteur-là a-t-il une particularité? L'industrie agroalimentaire, comme vous le savez, se mécanise de plus en plus. Donc les contraintes qui pèsent sur les services maintenance sont de plus en plus fortes. Il faut maintenir, il faut performer, il faut que la performance soit atteinte avec un outil qui est de plus en plus mécanisé et des contraintes qui se renforcent. Donc ce que vous décrivez est effectivement une situation qui a tendance être plus que jamais d'actualité et qui demande effectivement de la vigilance et puis des actions de la part des entreprises agroalimentaires. Je me tourne vers Marion Le Provost, donc un constat effectivement très tourné vers la sinistralité. C'est évidemment une clé d'entrée très importante. Quand on est une entreprise comme Mithilimer, comment on observe ce constat-là et pourquoi finalement c'est évidemment crucial d'aller vers l'amélioration des conditions de travail? Aujourd'hui, on a un enjeu, c'est de maintenir en poste le plus longtemps possible nos collaborateurs. Donc on parle de QVT, on parle de conditions de travail. Chez Mithilimer, en tout cas, et pour mes dirigeants et moi, l'enjeu, c'est vraiment de se dire
on va trouver des solutions, on va mener des actions, mais avec le collectif, et on va avancer ensemble en fait pour répondre aux problématiques sans se dire on va trouver pour les opérationnels. Et alors, on est sur les agents de maintenance, on est sur les opérateurs de production, on est sur l'ensemble des métiers de l'entreprise. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment au plus profond de nous et depuis toujours, c'est notre préoccupation principale. Comment faire pour maintenir un niveau de santé et de sécurité important et viable pour l'entreprise. On peut comprendre évidemment votre engagement et on parle voilà, de santé, on parle de situations qui sont de véritables drames humains. Et puis, si on se place aussi du côté de l'entreprise, il y a sincèrement un enjeu d'attractivité. Voilà, on a envie d'aller travailler dans une entreprise qui prend soin de ses salariés. Quel est l'enjeu pour vous justement autour du recrutement, de votre bassin d'emploi et votre relation justement à votre environnement et en particulier aux futurs recrues? Alors, nous, on a la chance, on a un projet de nouveau bâtiment. Alors, c'est un des projets pour la stratégie de Mithilimer et pour son développement. Donc, on va pouvoir enfin mettre en action toutes les bonnes idées qu'on a, puisque on va partir de zéro, on construit une nouvelle usine. Le projet s'appelle Carbone. Combien de personnes vont être recrutées ? On va être entre 50 et 60 personnes à horizon fin 2028. Aujourd'hui, il faut repositionner par rapport à nos effectifs actuels. On parle d'un périmètre de 100 personnes. Donc, en fait, on va aller chercher jusqu'à 160 collaborateurs entre maintenant et fin 2028. Sur un bassin d'emploi qui, j'imagine, comme souvent en Bretagne, est pas loin de la saturation ? Oui, alors on a des conditions de travail fantastiques parce qu'on habite dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc le matin, ou la fin de journée, quand on part du travail, c'est vrai qu'on a la chance de voir cette baie avec toutes ses couleurs. Mais on est au bout du bout. Et donc parfois, effectivement, la mobilité. Donc on travaille tous ces sujets-là aussi en fond, parce que les conditions de travail, c'est bien. Mais comme vous le disiez, il faut attirer, il faut trouver des vraies solutions pour que les salariés puissent se projeter chez nous. Donc c'est le logement, la mobilité, que ce soit du scooter à la voiture en passant par les vélos, peu importe. Et puis les conditions de travail et penser le travail au travail. Mais nous, on le pense également, c'est-à-dire on a un collaborateur. Le collaborateur, c'est un citoyen. Donc il doit y avoir vraiment ce juste équilibre entre son bien-être personnel, son bien-être au travail et pas que les conditions de travail. C'est ça. On parle de proximité généralement. C'est vraiment quelque chose d'important chez nous, de vraiment connaître nos collaborateurs. Et on parle recrutement à l'instant, mais il y a évidemment le maintien aussi dans l'emploi. Le turnover au sein de Mithilimer, c'est quelque chose qui représente quoi ? Globalement, aujourd'hui, on était une trop petite entreprise pour suivre notre indicateur. On a lancé les indicateurs cette année parce qu'on se structure aussi et parce qu'on grossit. Notre turnover, donc ça y est, j'ai les premiers chiffres à l'échelle de l'entreprise pour le mois de février, il était de 4,5%. Donc globalement, c'est plutôt du ressenti du climat social. On arrive à bien échanger avec nos collaborateurs, on arrive à trouver des solutions ensemble. Et globalement, si les gens partent, c'est parce qu'il y a un autre projet de vie, mais ce n'est pas parce qu'il y avait vraiment une problématique profonde sur ce sujet de conditions de travail ou de santé et de sécurité. Alors j'imagine toutefois qu'il doit y avoir des postes difficiles. J'imagine que c'est quand même des opérations parfois manuelles qui peuvent être compliquées. Vous avez identifié quelques postes compliqués comme cela ? Bon, le gros de notre activité, vous l'avez dit, c'est les moules. Donc on est encore très manuel sur cette activité-là. On a beaucoup de portes de charge. Donc on a travaillé toute la réception de la marchandise. On reçoit les moules par bac de 400 kg. Donc on a mis toute l'aide à la manutention nécessaire pour qu'il y ait le moins de TMS ou de problématiques physiques sur nos collaborateurs. Et après, sur les autres postes, on a des postes statiques, debout, où on trie des moules sur un tapis. On essaye de travailler un procédé qui sera automatisé demain, mais on a vraiment des grosses problématiques. Ouais. On va y revenir. On reste sur le constat, Benjamin. Votre regard, alors voilà, vous êtes effectivement dans le domaine des solutions informatiques d'atelier, mais du coup, vous voyez une diversité d'entreprises. Ce qui vient d'être dit, le constat partagé par Philippe Dubois-Hellec et Marion Le Provost, c'est quoi votre réaction ? Bonjour, et c'est exactement ça, en fait, le métier est en train de changer. Comme vous le dites tous, on fait un métier dangereux où il est compliqué de garder les personnes, parce qu'il y a aussi de plus en plus d'attractivité autour.
plus on se rapproche des grandes villes, plus il est compliqué d'aller faire travailler des gens dans l'industrie. Donc en fait, on s'aperçoit, nous, dans les solutions qu'on met en place, donc chez Actemium, que ce soit des robots ou que ce soit de l'informatique, en fait, on a complètement changé en fait, notre approche, puisque avant, en gros, on imposait l'informatique dans l'atelier, on expliquait à l'opérateur, c'est comme ça et tu fais comme ça et on ne demande pas ton avis. Aujourd'hui, on va prendre en compte cette expérience, parce que si on ne le fait pas, en fait, les gens partent. Alors, ce n'est pas la solution. Il y a plein d'autres, comme vous le dites, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, comme la sécurité, comme la pénibilité au travail. Mais si, en plus de ça, en fait, on ne les écoute pas et qu'on ne met pas en place des solutions, que ce soit des solutions de robotique, de manutention, de mécanique, que ce soit des solutions d'informatique, qu'on ne tient pas compte de leur avis, en fait, on n'est pas dans le vrai. Merci Benjamin. On va revenir effectivement dans le détail sur les solutions que l'on peut apporter. Je me retourne vers Philippe Dubois pour effectivement essayer de passer à une autre question. C'est comment on agit. Mes derniers éléments sur la situation de contexte. Tout d'abord, préciser que se tient un colloque de l'INRS le 4 avril à la maison de la RATP, c'est à Paris, sur la fonction maintenance. Donc il y aura plus de détails encore sur l'étude dont vous nous avez partagé les principales conclusions. Sur les autres postes, parce que vous avez parlé de la maintenance, quelle est la situation particulièrement en production agroalimentaire ? Alors l'industrie agroalimentaire, elle est effectivement en train de se mécaniser, mais pour autant il reste beaucoup de situations de travail répétitifs qui génèrent des TMS, des troubles musculo-squelettiques, que ce soit pour le membre supérieur ou pour le dos. C'est une industrie qui a quand même une exposition professionnelle très forte de ce côté-là. Et les TMS couvrent, en termes de coûts, au moins la moitié du coût des sinistres dans l'entreprise. Donc les TMS également présentes, effectivement. Alors, on va essayer de se tourner vers des solutions pour donner une dynamique, effectivement, tâchant de répondre à cette situation. Tout d'abord, comment identifier la bonne méthode, c'est-à-dire peut-être agir sur les bons déterminants. Philippe Dubois, pourriez-vous justement essayer de cibler les leviers d'action clés ? Je vais essayer un petit résumé, mais le grand principe, c'est quand même d'adapter le travail à l'homme. Donc, pour adapter le travail à l'homme, il va falloir aller comprendre le travail. Et ça s'applique pour les services maintenance. Il faut aller analyser le travail des agents de maintenance dans leur situation actuelle et remonter vers les déterminants que sont l'organisation du travail, comment les interventions sont programmées, comment les compétences sont renforcées pour faire face, quel est l'outil de formation, quel est l'outil de partage des connaissances entre les agents de maintenance. Donc on va s'intéresser au collectif de travail dans l'analyse. Comment le collectif fonctionne, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des temps de discussion, est-ce qu'ils peuvent participer aux décisions. Tout ça, c'est les facteurs organisationnels qu'il faut investir. C'est aussi la gestion des pièces détachées. Si on n'a pas les pièces pour réparer, comment on fait, Et puis c'est aussi la gestion de l'organisation des interventions des entreprises extérieures. Une partie de la maintenance est sous-traitée à des entreprises extérieures, soit le fournisseur lui-même, soit d'autres prestataires. Donc il y a des interfaces à gérer tout le temps. Donc pour comprendre le travail, il va falloir aller analyser tout ça. Là, c'est le boulot des ergonomes en général. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est soit vous former à l'ergonomie pour aller analyser ces situations de travail, soit faire appel à des consultants en ergonomie qui vont venir vous aider à poser le diagnostic de la situation actuelle. Alors, merci pour ces éléments. Du coup, je me tourne vers Marion Leprovost et Benjamin Zivereg. J'entends qu'il y a un travail sur les postes très précis, un travail d'ergonomie où on va remettre l'humain au centre, et un travail organisationnel. Mithilimer, projet carbone, j'imagine que ça va être l'occasion de revoir justement certaines organisations du travail. Oui, alors en réalité, ça a commencé déjà depuis un petit moment, parce que l'idée, c'est pas de se dire que quand on va ouvrir les portes de la nouvelle usine, tout va être réglé et tout va être fantastique. Donc on a pris les choses en se disant, on va commencer à matérialiser concrètement, ça va être quoi cette nouvelle usine, ça va être quoi vos conditions de travail demain, dans quel univers vous allez travailler. Donc on a essayé de modéliser avec l'ensemble des collaborateurs chacun des espaces de travail pour qu'ils puissent se projeter. On a mis en place des techniques, des méthodes et des outils, parce que je vous le disais, on était une petite entreprise, donc on n'avait pas
les points 5 minutes, toutes ces petites choses qui permettent de fédérer, qui permettent d'échanger dans un quotidien, qu'on soit en production ou en service de fonction support, parce qu'il ne faut pas les oublier, les points 5 minutes dans les fonctions support. On parle souvent de la production, mais c'est important. Tout ça pour dire qu'on a mis en place des outils, des méthodes, en lien avec la matérialisation de quel sera l'environnement demain. On a également lancé un projet en parallèle de ce nouvel outil industriel, c'est le projet de transformation digitale, parce que dans la marée, je ne vais pas vous faire un schéma, mais on a quelques années de retard. Donc l'idée, c'est qu'on avait pris quelques mois d'avance, donc c'est de pas revenir en arrière, et c'est surtout de donner un gros coup d'accélérateur sur la digitalisation de toutes nos méthodes, de tous nos métiers et de tous nos process. Merci Marion. Alors, quelle transition, vous tendez une perche à Benjamin. Alors justement, l'enjeu de la digitalisation, que peut apporter le numérique pour améliorer les conditions de travail? Eh bien, exactement. En fait, pour être le support de toute l'organisation que vous allez mettre en place, on parle de points 5 minutes par exemple. Ces points 5 minutes, ils se font à partir de données factuelles qui sont généralement relevées manuellement parce qu'on n'a pas encore digitalisé. Et en fait, l'enjeu des outils qu'on peut proposer, en fait, que la digitalisation, ça va être d'être l'outil qui va vous permettre de vous améliorer au travail. En fait, l'enjeu de la digitalisation, il est double. Il est d'un côté d'être le support de votre organisation et de l'autre d'être la sécurité et la traçabilité de ce que vous faites. On parle de sécurité, on connaît tous la traçabilité alimentaire. Ça, c'est des choses que souvent les premières à être digitalisées, toute la traçabilité de vos produits. Mais on va aussi tracer tout ce qui est autre contrôle qualité, c'est-à-dire que particulièrement dans l'agro où il y a pléthore de produits qu'on fabrique, il y a beaucoup d'innovations, en fait, vous allez faire beaucoup de contrôles. Ces contrôles vont être différents selon les clients que vous allez adresser. Et en fait, aujourd'hui, c'est encore beaucoup de papier, donc beaucoup de charge mentale pour l'opérateur, de savoir qu'est-ce que j'ai à faire, à quel moment. Est-ce que je dois faire un contrôle d'aspect visuel? Est-ce que je dois faire un contrôle pondéral? Donc toutes ces choses-là, en gros, c'est vraiment s'orienter et faciliter le travail de l'opérateur d'un côté, en temps réel, et pour le management intermédiaire, de donner les données pour qu'il puisse faire ces AIC, ces fameuses animations à intervalles courts, que ce soit les top 5, que ce soit les top 10 en fin de semaine, voilà. Et d'avoir des données non factuelles. Les solutions numériques, alors on peut comprendre effectivement la perspective. Parfois, dans les réalités, ça s'avère être aussi un casse-tête. Parfois, c'est pas toujours utilisé à son maximum parce que c'est compliqué d'accès. Est-ce qu'il y a une évolution un peu dans la conception même de ces outils numériques? Tout à fait. C'est un petit peu la tendance à aujourd'hui, particulièrement dans les nouveaux logiciels. C'est de prendre en compte l'expérience utilisateur, tout simplement. C'est plutôt des méthodes qui sont issues du monde web. Je prends souvent l'exemple de votre smartphone que vous utilisez tous. Vous n'avez jamais eu de formation. Il n'y a pas de documentation pour utiliser ça. Et en fait, tout le monde l'utilise de manière très simple. Pourquoi? Parce que en fait, les gens qui ont conçu ces logiciels, ils ont pris en compte l'expérience utilisateur. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant en industrie. Vraiment de prendre en compte l'expérience utilisateur pour que ça soit un non-sujet en fait, d'utiliser l'informatique dans l'atelier et que ça apporte un vrai plus. Philippe Dubois, le numérique, vous avez vu évidemment l'implantation de plus en plus de solutions digitales. C'est quoi, de votre point de vue, l'impact sur les conditions de travail? Mais vous venez d'en parler, oui, il faut que ce soit bien conçu déjà pour qu'on puisse facilement l'utiliser. Mais il va falloir aussi, pour toutes ces solutions, adapter le travail qui, en intégrant ces nouvelles données, ces nouvelles façons d'agir, ça transforme le travail. En fait, pour nous, c'est jamais qu'une façon de transformer le travail. Du coup, je me répète, mais la façon de maîtriser cette transformation, vous l'avez dit, c'est de bien concevoir, mais c'est aussi d'associer les utilisateurs parce qu'il va falloir qu'ils transposent ça dans leur travail. Alors, associer les utilisateurs, Marion Le Provost, est-ce que effectivement dans le projet de nouvelle usine, parce qu'on est rentré dans des choses très concrètes au quotidien, des points 5 minutes par exemple, mais par exemple l'amplitude horaire, le travail de nuit, il y a des enjeux, déterminants qui sont effectivement sans doute à observer de votre point de vue.
L'enjeu global, de toute façon, il ne faut pas l'oublier, c'est que nos entreprises soient pérennes, que le niveau de performance soit du coup satisfaisant pour pouvoir continuer à investir et pour pouvoir continuer le développement de notre entreprise. En tout cas, chez Mithilimer, c'est vraiment ça qu'on souhaite en termes d'explication de la performance. Du coup, j'ai oublié ce que vous disiez. En fait, il y a aussi des sujets de fond en termes d'organisation du travail. Alors, je pense au travail de nuit, l'amplitude horaire, ça peut être d'autres sujets. Et du coup, cette performance, elle passe par 4 piliers, en tout cas selon nous. La partie économique, on va commencer par celle-là et on l'évacue. La partie environnement, prendre soin de la mer, de la terre, des hommes, de notre écosystème. La dimension sociale et la dimension opérationnelle, on vient d'en parler assez suffisamment. Pour ça, dans notre projet de nouveau bâtiment, la marée, ça travaille très tôt. On commence souvent dans la nuit pour finir tôt le matin pour livrer les clients en flux tendu parce que c'est souvent du A pour A ou du A pour B en termes de livraison. Du coup, notre nouvelle usine, on l'a conçue aussi en se disant comment on va pouvoir, en changeant le prisme de travail, en allant négocier avec nos clients de livrer en A pour C et non en A pour B ou en A pour A, d'ouvrir notre usine le jour et non plus la nuit, au travers aussi d'une logique environnementale en se disant nos panneaux photovoltaïques pourront nous fournir l'énergie nécessaire à faire tourner notre usine. Donc vraiment cette notion de conditions de travail, on la prend au sens large et au sens global du terme pour trouver des solutions mais qui s'inscrivent dans le temps, qui s'inscrivent dans la durée. Et si on le retranscrit au niveau du collaborateur, c'est vraiment lui proposer un parcours de vie et non pas personnel ou professionnel, mais en tout cas un parcours de vie tout court. Et on le voit, du coup, il faut que ça soit au cœur de la stratégie d'entreprise, comme vous venez de le dire, parce que évidemment, les enjeux économiques, environnementaux et sociaux sont interdépendants. On a beaucoup parlé de l'opérationnel, vous avez raison, Marion, mais on est un cran quand même, parce que c'est important. Philippe Dubois et Lec tout à l'heure parlaient notamment de l'approche avec des ergonomes sur les postes de travail. C'est très concret, ça. J'imagine que dans la nouvelle usine, il va y avoir cette réflexion-là. Là, typiquement, on rentre en travaillant en binôme avec la médecine du travail de Saint-Malo. En fait, on commence les premiers groupes de travail la semaine prochaine pour rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ta posture, quand tu es au tri, c'est comme ça. Demain, ta posture, elle sera un petit peu différente, mais est-ce que ça va vraiment être aussi bien que ce qu'on a imaginé et écrit sur le papier ? Donc là, on travaille main dans la main avec la santé au travail du pays de Saint-Malo, mais aussi avec la CARSAT et avec tout notre écosystème en fait, mais qui est lié à cette ergonomie. Et qui dit nouvelle usine, alors ça peut paraître évident, mais j'imagine qu'il y aura plus de place aussi. Et souvent, dans les entreprises agroalimentaires, on est contraint par l'espace, il y a un développement et puis il faut pousser les cloisons. Et c'est cet espace contigu, contraint, qui crée des situations complexes. Clairement, là, c'est typiquement notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on a poussé tous les murs. On voudrait mettre du filmage automatique, on ne peut pas. On voudrait mettre de la palettisation automatique, on ne peut pas. Donc déjà, avec l'espace, effectivement, on va aussi, d'un point de vue équipement, d'un point de vue process, répondre, j'espère, à une bonne partie des problématiques qui nous bloquent aujourd'hui. Benjamin, réduire le travail difficile, on a parlé de l'automatisation, Actemium est aussi un acteur clé sur la cobotisation, c'est-à-dire les robots qui travaillent en collaboration avec les salariés sur la ligne. Quelques mots du coup sur ce que vous êtes l'approche que vous êtes en train de développer. Oui, tout à fait. C'est aussi une des évolutions, en particulier pour les entreprises de taille intermédiaire qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un robot parce qu'ils ne produisent pas 24 heures sur 24 la même pièce au même moment. Et du coup, c'est vraiment de prendre en compte déjà ce côté cobo à la place du robot, donc d'être capable de travailler à proximité des humains avec toute la sécurité qui va de pair avec la mise en place de ce type d'installation. Mais c'est aussi l'agilité. C'est aussi important d'avoir un robot qui puisse, s'il est bien conçu, faire plusieurs choses. C'est-à-dire être utilisé à un moment de la journée pour palettiser et être utilisé à un moment de la journée pour palettiser, mais sur une autre ligne. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, peut-être que vous faites des moules et puis peut-être qu'à un moment de la journée, vous faites des huîtres
et c'est pas la même ligne parce que les machines ne sont pas les mêmes. Et comme on les utilise pas en même temps, c'est quand même bête de mettre un palettiseur pour les deux. Donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment stratégique parce que voilà, pour avoir vu effectivement différents équipements parfois remis au placard parce que trop spécialisés sur une tâche, il faut cette flexibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les solutions, elles peuvent s'adapter à de nouvelles situations, mais comment? Avec l'aide d'un programmateur ou comment on fait? C'est justement aussi les évolutions, et là, c'est l'innovation aussi qui nous permet de mettre en avant. En fait, à aujourd'hui, on parle de low-code ou de no-code. Ça veut dire que l'idée, en effet, c'est vous avez un métier qui évolue en permanence. Donc c'est agilité, évolutivité qui vont nous tirer. Et il est hors de question qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle trajectoire à apprendre ou un nouveau mouvement à apprendre, d'être obligé de faire appel forcément aux fournisseurs pour des questions de coût. Mais je vais rebondir aussi sur le côté métier de la maintenance, sur le côté intérêt de la maintenance aussi. La maintenance, c'est pas forcément que réparer, c'est aussi peut-être aller rendre le boulot entre guillemets plus intéressant en allant programmer des robots, en faisant des choses à valeur ajoutée plutôt que d'être toujours dans l'urgence. Et ça, c'est les technos aujourd'hui qui nous permettent de faire ça. Exactement. Alors voilà, pour être très concret, c'est ce qu'on voit sur l'espace usine agro du futur et aussi à d'autres endroits sur le salon. C'est des robots, on prend le bras et on lui apprend le mouvement. C'est une forme d'apprentissage. Voilà, il y a plusieurs méthodes. Il y a en effet prendre le bras du robot. Nous, on le fait avec un joystick. Donc en ne touchant pas le robot. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien être derrière une vitre, parce que le robot est dans un endroit fermé et on va le travailler. Donc on peut aussi faire des choses comme ça. Et voilà, il y a plein d'innovations à ce niveau-là qui permettent d'envisager de nouvelles solutions. Philippe Dubois-Hellec pour la CARSAT. Alors j'imagine que vous avez vu arriver bien sûr les robots et sans doute les cobots. Qu'est-ce que ça change de votre point de vue en termes de conditions de travail? Alors, avant de répondre à votre question, je vais juste rebondir un petit peu sur votre expression là. Quelle expression, Philippe Dubois? L'expression finalement qui résumait le travail au geste. Vous avez parlé de posture, d'ergonomie qui travaillerait sur la posture. Et tout à l'heure, même à travers la cobotique, on ne parle que de la gestuelle. En fait, l'homme au travail, c'est une composante beaucoup plus large que la composante physique. Et donc, pour réussir cette transformation en introduisant des nouvelles technologies, en concevant de nouveaux outils de travail, de nouveaux lieux de travail, il va falloir prendre en considération plus que la dimension physique, la dimension psychosociale, et voir en l'ergonome quelqu'un qui pense le travail à travers toutes ces dimensions-là. Donc voilà, je voulais déjà rajouter ça à votre propos. Mais je pense que Marion Le Provost est convaincue. Clairement, je suis convaincue. Merci. Et donc, l'arrivée des robots, des cobots, robots collaboratifs, vous avez pu observer leur effet sur les conditions de travail? Oui, elles peuvent être bénéfiques quand elles sont bien pensées et elles peuvent être négatives quand elles sont mal pensées. Si elles ne sont pas assez anticipées, on va venir générer des impacts sur le travail qu'on n'a pas identifiés. Et du coup, notre projet fonctionne mal. Ou bien il fonctionne mal pour l'humain, qui du coup a du mal à voir son travail se dégrader dans cette transformation, ou bien c'est la performance, et c'est souvent les deux qui sont en lien. Donc notre propos, il est surtout de vouloir le réussir, ce changement, en introduisant ces nouvelles technologies dans la maîtrise. Merci Philippe pour cette analyse. Dernière question que je vais poser aux trois intervenants pour finir cette table ronde, c'est se tourner vers l'avenir, vers les perspectives. Au fond, Philippe, de votre point de vue, l'industrie agroalimentaire a quelle capacité justement d'améliorer les conditions de travail, alors même qu'on le sait, le rapport au travail est en pleine évolution, c'est pas nouveau, mais le regard au travail change fondamentalement dans la population française. Moi, je pense que l'industrie agroalimentaire est consciente de cet enjeu, mais elle n'a pas encore suffisamment pris en compte dans sa stratégie. Et si on en revient à ce qu'on vient de discuter, que ce soit les transformations du travail par la robotisation, par la mécanisation ou la création de lieux de travail ou des changements d'organisation du travail. Demain, certains vont passer à des semaines de 4 jours peut-être. Tous ces changements-là vont venir impacter le travail. L'enjeu est connu, à mon avis, aujourd'hui, mais la maîtrise n'est pas encore au rendez-vous. C'est la maturité de l'entreprise en prévention qui est en jeu et les organisations industrielles agroalimentaires doivent encore progresser sur cette maturité.
Marion le Provost, vous avez exprimé combien effectivement vous avez placé l'humain au cœur de la stratégie de Mithilimer. Comment vous voyez l'avenir? C'est quoi les perspectives de votre point de vue? Pour l'instant, j'ai envie de dire, chez nous, tout est au vert. Non, plus globalement, pour l'agroalimentaire, on souffre d'un déficit de communication aussi, parce qu'il y a plein de bonnes choses qui sont faites, il y a plein de bonnes démarches qui sont initiées. On a un gros travail de communication, à ouvrir nos portes, à montrer ce qu'on fait, à rentrer en pédagogie en fait avec les plus jeunes. Je vais juste prendre un exemple très concret. Hier, on a reçu les 4e professionnels du collège du Guétrouin de Saint-Malo. Mais c'est comme ça qu'on commence à montrer que l'agroalimentaire, c'est pas une boîte noire dans laquelle on rentre et où on va se faire mal et on va pas ressortir vivant. Je caricature, mais il y a vraiment un enjeu. Nos usines ont évolué. C'est plus des conditions de travail comme ça a pu l'être. On est vraiment tous en marche pour changer ça. À nous de faire le job pour continuer, pour communiquer et pour simplement faire les choses en fait globalement. Et avec des perspectives d'évolution professionnelle, allez, je trahis un petit, c'est pas un secret, mais en préparant cette table ronde, vous m'avez expliqué, vous êtes rentrée comme chargée RH, aujourd'hui directrice RH, et vous avez pris également les systèmes d'information, donc le digital. C'est aussi la preuve que dans les PME, ETI de l'agroalimentaire, on peut évoluer possiblement. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est proposer un vrai parcours de vie en faisant attention à nos collaborateurs, en prenant soin, en mettant en place une vraie relation de proximité, en connaissant tous les petits irritants qu'il peut avoir dans sa vie du quotidien, que ce soit au travail ou chez lui. Et puis, c'est d'être innovant, d'être créatif, de ne pas rester assis dans notre siège, nous, en tant que gérants d'entreprise ou membres du CODIR ou même manager ou même salarié. Tout le monde doit participer à l'amélioration de ses conditions de travail. Ça, j'en suis convaincue. Mais on est bien parti et il y a plein de bonnes choses. Même question, Benjamin Ziverek pour Actemium, la place des nouvelles technologies dans cet avenir. En fait, les nouvelles technologies, en fait, elles sont là pas parce qu'en fait, on va les introduire dans l'industrie, pas parce que c'est des nouvelles technologies, mais parce qu'elles vont répondre à des enjeux de nos clients industriels. En fait, on n'est pas en R&D, nous, on est sur de l'opérationnel. Donc, en fait, alors moi, je suis ravi d'apprendre. C'est logique, mais de l'entendre, ça fait plaisir qu'on remet l'humain au centre et pas l'humain, pas que le manager. On remet l'opérateur, le middle management et l'ensemble des acteurs de l'usine dans l'humain. Et nous, notre métier, c'est d'un côté de proposer la solution qui répond le mieux au contexte. Donc quand je dis complexe, c'est global, c'est les produits, c'est les hommes, c'est les machines. Mais tout ça en proposant la meilleure solution technologique possible ou les meilleures solutions. Et au final, c'est notre client qui choisira. Voilà, c'est vraiment d'être au service de l'ensemble de nos clients et de ces problématiques. Et au fond, Philippe Dubois, ce que j'entends, c'est à travers les deux interventions précédentes, c'est de redonner de la valeur aussi au métier de la maintenance, de la production. Il y a une thématique de gestion des compétences, mais ça c'est clé. Ah oui, pour donner de la valeur, il faut vraiment l'identifier au départ. Si on laisse la valeur humaine de côté et qu'on s'intéresse qu'à la technique, on ne réussira pas son projet. Donc il faut effectivement commencer par redonner cette valeur-là, la mettre au centre du projet, vous l'avez tous rappelé. Nous, on déploie ces démarches-là dans les entreprises, on aide les entreprises à les déployer. Il y a un certain nombre d'expériences réussies qu'on valorise à travers des distinctions, et elles sont là pour justement témoigner des bonnes pratiques. Et je pense qu'il faut s'en inspirer. On a aussi tout un réseau d'ergonomes qu'on a nommé récemment Ergo Réseau. C'est des ressources qu'on met à votre disposition. Donc oui, il y a même si j'ai fait une photographie en vous disant il y a encore des gains à faire, et il faut être lucide, il y a des gains à faire, mais il y a des moyens d'y arriver. Il y a des ressources. Merci, ce sera le mot de la fin. On peut applaudir nos 3 intervenants. C'est le moment de la séance de questions-réponses. Profitez-en pour approfondir un sujet. Livrez votre commentaire, votre témoignage également. Tout est possible. On a un micro qui circule dans la salle. Merci de vous signaler. Alors, 2 questions devant. D'abord, madame. Vous étiez la première. Vous avez été la plus rapide. Merci de vous présenter.
Bonjour. Ah oui, levez-vous, s'il vous plaît. Je suis Laetitia Greff, je suis consultante en ressources humaines pour un cabinet de conseil auprès des entreprises. Parlez bien dans le micro. Pardon. Du coup, on parlait tout à l'heure de l'attractivité par rapport aux usines agroalimentaires, au secteur agroalimentaire. Et conditions de travail, vous avez évoqué une entreprise qui pourrait ne plus fonctionner la nuit. Alors on sait que comme c'est compliqué sur... les conditions de travail, le travail en équipe, de 8, 3-8, à la fois pour l'organisation du projet de vie, et que ça peut avoir un impact sur l'attractivité. Donc, vous en êtes où de ça ? Marion Le Provost. On a déjà réduit, je vais vous donner un exemple, ça fait 8 ans que je suis chez Midi-Limer, donc je vais parler de mes 8 dernières années, quand bien même l'entreprise a 19 ans aujourd'hui, mais quand je suis arrivée, les équipes commençaient en saison, donc du mois de mai jusqu'à fin décembre. En pleine saison, commençaient à 21h et ça tournait en production jusqu'à 17h en équipes successives. Nous, on n'a pas de 2-8 ou 3-8 établis, on a 2 équipes qui tournent sur un 2-8 décalé. Et du coup, là, déjà, on ouvre en saison 23h30 minuit. Donc, on redécale un petit peu plus tôt sur la matinée. En tout cas, nous, on le traduit comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas étaler et on ne peut pas être plus performant en commençant peut-être déjà à 2h du matin, puis 3, puis 4, puis 5. C'est que nos capacités de production ne sont pas adaptées ou nos outils ne sont pas adaptés. Ça, c'est un état de fait. Maintenant, dire qu'on va y arriver avec ce que j'ai expliqué comme projet, ça reste un challenge aujourd'hui. En tout cas, on l'a conçu pour ça, dans le but d'y arriver, de mettre tous les moyens en œuvre. Et aujourd'hui, sans attendre la nouvelle usine, on travaille avec les producteurs, avec les collaborateurs en fait, et les managers pour organiser la production, pour organiser tout le cycle de conditionnement de mise en barquette, pour faire simple, pour commencer sur des horaires qui sont tôt le matin et pas en début de nuit, mais déjà. Si je puis me permettre, Marion, finalement, est-ce que les cartes ne sont pas toutes dans votre main ? Il y a quand même une exigence commerciale. Vos clients, ils attendent quel délai de livraison ? Et au fond, c'est pas ça la clé, c'est l'aval aussi. Non, parce qu'en fait, quand je parle d'organisation, si on rentre un peu dans le détail, aujourd'hui, on ne peut pas stocker nos moules qui sont pêchés dans les meilleures conditions pour garantir la qualité des produits qu'on livre aujourd'hui. Demain, on aura cette capacité de stockage qui va maintenir le produit et qui offrira la même qualité qu'on est capable de servir aujourd'hui. Donc déjà, on va détendre l'approvisionnement, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on est en flux tendu. En faisant cette première étape, on va pouvoir déjà, sans aller challenger tous nos clients à faire du A pour C, on les éduque déjà en parallèle à faire du A pour B et puis du A pour A. Parce que quand je dis que le travail a commencé réellement depuis quelques temps maintenant, c'est déjà enclenché depuis 2 saisons. Maintenant, il reste des enjeux parce que si le client nous dit non, le contrat, il restera en A pour B ou en A pour A et on ne le changera pas, bon bah oui, ça va être compliqué. Maintenant, on va aussi apporter une qualité de service logistique différente. Aujourd'hui, on a plusieurs points de ramasse parce que tout n'est pas centralisé sur un seul et même site. L'ensemble de nos activités sont à 2 km les unes des autres. Donc on va aussi être plus fort parce qu'on va gagner aussi du temps pour aller livrer les clients. Donc c'est toute cette organisation qui fera que... Organisation logistique, intralogistique. Nouvelle question, madame devant. Alors n'hésitez pas à vous lever parce que voilà, comme ça tout le monde vous voit et dire quelques mots. Bonjour. Pour vous présenter. Charlène Messé, je suis chargée d'ingénierie de formation pour le lycée agricole de Laval, où nous travaillons avec des partenaires agroalimentaires sur la conduite machine, ligne et technicien de maintenance agroalimentaire. Donc vous avez parlé d'une nouvelle usine, de la digitalisation, de l'automatisation, donc vous allez devoir aller chercher des nouveaux métiers. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous projetez sur ce futur recrutement ? Est-ce que c'est des personnes formées on va dire compétentes déjà externes ? Est-ce que c'est par des organismes de formation ou de la montée en compétences de salariés parce que les métiers évoluent et on cherche de plus en plus de compétences ? En réalité, ce sera les 3 volets, on n'aura pas le choix. Mais priorité à l'interne, priorité à nos parcours, à nos salariés qui sont déjà chez nous en CDI, toujours. Donc là, on est en train de faire monter concrètement en compétences un conducteur de ligne vers un poste de chef d'équipe à horizon 2 ans. On est en train de former en interne quelqu'un qui était préparateur de commandes depuis 2 ans vers de la conduite de ligne. Donc c'est 2 exemples qui me viennent tout de suite en tête, mais on a enclenché cette démarche de montée de compétences et donc du coup de formation progressive pour l'ouverture de la nouvelle usine. Et on est en train de créer un maillage avec de la formation et des compétences de recrutement externe, clairement, sur le pays malouin pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques, problématiques qui n'en sont pas pour l'instant, en tout cas à tous ces enjeux de recrutement et
de nouveaux métiers. Mais si des jeunes de Laval veulent s'installer Oui, près de y a pas Cancale, de ils sont souci, les hein. bienvenus. Il n'y a aucun problème, on a trouvé les solutions de logement, donc venez. Ils seront accueillis. On a le temps pour une dernière question. Y a-t-il une question dans la salle sur ces enjeux? Eh bien, oui, dernière question, monsieur. Bonjour, Pascal Laurent, coordinateur technique Agro-Mousquetaire. Je voulais savoir, moi, justement, les contraintes horaires. Aujourd'hui, c'est un des éléments clés qui font qu'on a du mal à recruter au niveau de la maintenance. Des études existent par rapport, justement, sur les 2-8, sur les travails des nuits. J'ai pu, dans une autre vie, travailler en flexibilité horaire. Justement, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent appuyer sur une nouvelle organisation du travail? Philippe Dubois-Hellec. Oui, vous avez raison. Le travail en 2-8, en 3-8, le travail de nuit et son impact sur la santé, il a largement été démontré. Et il n'est pas favorable. Clairement, il n'est pas favorable. Donc il faut adapter les organisations. Mais on avait un exemple là sous les yeux pour que justement le travail soit plus adapté à l'homme. Merci pour cette réponse, Philippe Dubois-Hellec. On peut applaudir nos 3 intervenants. Et c'est fini pour cette séquence sur l'amélioration des conditions de travail.